Le plaisir est encore renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver dans l'International, cette émission qui vous permet de comprendre la RDC dans différents secteurs et la place de la RDC dans ces différents secteurs dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secteur qui nous semblons négligés aussi, parce que je l'ai toujours dit et je l'ai dit, en République démocratique du Congo, nous avons eu la mauvaise habitude de mettre l'accent qui est sur les mines. Nous pensons que la seule richesse que nous avons ne sont que les minerais, et pourtant nous avons d'autres richesses, d'autres sources de revenus que nous pouvons aussi mettre en valeur. Nous avons aujourd'hui un grand secteur, nous avons le secteur de l'hôtellerie, de la restauration en République démocratique du Congo, et pour ce, je reçois un grand de ce grand domaine. Moi, je l'estime ainsi, parce que quand nous faisons la comparaison à l'international, eh bien, c'est bien cela. Quand nous voyons en France, moi je prends l'exemple de la France, ce secteur est très très prisé en France. La cuisine française est parmi, eux-mêmes le disent et ils se vantent, parmi les meilleures cuisines du monde. La cuisine gastronomique française est vendue et connue à travers le monde, et aujourd'hui nous allons aussi mettre l'accent sur cette cuisine congolaise. Est-ce que la cuisine congolaise est connue dans le monde? Pourquoi la cuisine congolaise ne se vend pas à travers le monde? Et pour ce, je reçois Monsieur Paul Mido Onfray, qui est vice-président national du comité professionnel ORECA. Voilà, très heureuse donc de vous recevoir, Monsieur Mido. Merci, madame. La toute première question, Monsieur Mido, est-ce que ce secteur de l'hôtellerie, de la restauration et du café en République démocratique se porte bien? Est-ce que ça va aujourd'hui, ce secteur, aujourd'hui, en RDC? Madame, je vais être sincère avec vous. On ne peut pas dire que ça va. Mais ça ne va pas, comme d'ailleurs l'ensemble de tous les secteurs dans notre pays. Ça ne va pas parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui interviennent. Pour que quelque chose aille très bien, il faudrait tenir compte de l'environnement. Or, vous le savez bien que moi, l'environnement sécuritaire aujourd'hui, dans notre pays, n'est pas au beau fixe. Parce qu'au fait, c'est un secteur qui ne peut que très bien aller d'une manière globale. Ça doit aller de pair avec la sécurité, l'économie et tout ça. Ça doit aller de pair. Absolument. Vous avez parlé de la France, mais la France, c'est beaucoup plus de touristes qui viennent. C'est parmi les meilleures destinations touristiques au monde. Et ce sont des touristes, bien entendu. Qui remplissent les hôtels, qui remplissent les restaurants, les cafés et tout ça. Absolument. Donc, ce qui n'est pas le cas pour nous. Donc, on ne peut pas dire actuellement que les secteurs se portent bien. Non, ce n'est pas vrai. Du tout. Pas du tout. Et peut-être dans les pistes de solutions, Mido, c'est vrai que vous avez dit que c'est lié à la sécurité, c'est lié à l'économie, mais nous sommes en République démocratique du Congo, nous devons faire avec les moyens de bord. Pour vous, quelles sont les pistes de solutions pour essayer de remonter un peu ce secteur qu'est l'hôtellerie et la restauration en République démocratique du Congo? Est-ce que vous avez l'appui du gouvernement dans ce secteur? Je ne sais pas, de par vos informations, si vous connaissez quelque part un domaine où on peut dire que le gouvernement appuie. D'une manière générale, non, le gouvernement n'appuie pas. La politique gouvernementale dans notre pays, on ne doit pas se la cacher. Vous dépendez de quel ministère, en fait, l'hôtellerie et la restauration? C'est le ministère du Tourisme, du Commerce, ou vous dépendez de quel ministère? Nous dépendons normalement, notre ministère du tutelle, c'est le ministère du Tourisme actuellement. Mais il y a eu plusieurs étapes, et à un moment donné, les ministères étaient fusionnés avec la culture et art, et à un moment donné même avec l'environnement, et maintenant on a scindé ça. Nous avons maintenant notre ministère à nous tout seuls, et pour ça nous sommes vraiment contents, parce qu'on estime qu'un ministère qui dépend que d'un secteur a la possibilité et les moyens, tant politiques, matériels, logistiques, pour pouvoir promouvoir ces domaines. Mais jusque-là, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. Pratiquement, vous avez des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les réalités congolaises pour essayer de remonter cela? Il faut faire quoi? Bon, maintenant, il y a une loi sur le tourisme qui doit normalement sortir très bientôt. Peut-être ça pourrait être une piste de solution. Ça c'est ce qui concerne le gouvernement. Mais nous qui sommes les opérateurs sur le terrain, nous pensons que la loi là ne suffira pas. Parce qu'avec la politique actuelle, la façon dont les choses se passent actuelles, ce n'est pas pour encourager les opérateurs dans ce secteur. Pas du tout. Mais on voit, Mido Onfray, la prolifération des hôtels à Kinshasa. Cela ne démontre-t-il pas qu'il y a un certain boom dans ce secteur? Quand on voit aujourd'hui les hôtels, je ne sais pas si c'est dans les normes, si on peut les appeler hôtels, mais aujourd'hui il y en a beaucoup à Kinshasa. Est-ce que cela ne prouve-t-il pas qu'il y a un boom dans ce secteur? C'est là le vrai piège.
Quand vous arrivez aujourd'hui, vous pouvez aller mener vos investigations tout à fait personnelles. Vous allez dans les grands hôtels, pour ne pas les citer ici, qui sont connus de la place, en plein Gombe. Il n'y en a pas un seul actuel qui dépasse le seuil d'occupation de plus de 30%. Ça, c'est moi qui vous l'ai dit. Il tourne à perte alors. J'ai même ma main à couper. Pas un seul hôtel ici dépasse le seuil d'occupation de 30%. Ce qui voudrait dire en d'autres termes sur le plan d'affaires, quand un hôtel n'atteint pas les 30%, il est à faillite. C'est-à-dire quoi? Vous avez un hôtel avec 100 chambres. Vous ne remplissez que 30 chambres. Avec quoi vous allez faire l'entretien, les frais pour les autres chambres? N'oubliez pas, madame, un hôtel, ça coûte beaucoup en maintenance. Et la valeur d'un hôtel, de tout établissement d'ailleurs, c'est la maintenance. Et la maintenance, cela suppose que beaucoup de charges qu'on appelle des imprévus. Vous arrivez le matin, parce que la SNEL n'a pas donné le courant approprié, vous vous retrouvez avec un central de climatisation en panne. Ça, c'est chiffre. Vous vous réveillez le matin parce qu'il n'y a pas d'eau. Il faut trouver des moyens, des ravitaillements secondaires supplémentaires. Ça, c'est chiffre. Les délestages, il faut mettre un groupe électrogène pour suppléer à ça. Ça, c'est chiffre. Donc, et tous ces hôtels-là, pour la plupart, ne remplissent pas. Par contre, ce que vous appelez les baumes, c'est vrai, mais menez vos enquêtes aussi. Vous allez voir, madame, là encore, personne ne peut me mettre à défi, que la plupart de beaucoup de ces établissements-là, 2, 3 étages, c'est pour la plupart des cas, c'est pour les autorités politico-militaires. Il a de l'argent, il construit un bâtiment, il en fait un flat, il en fait une maison de passage, il en fait un hôtel. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais le comble, c'est que beaucoup aussi travaillent en clandestinité. Ils arrivent à avoir quelques clients via les systèmes Internet. Donc, ils contournent les taxes. Ce qui met en difficulté ceux qui affichent leur banderole ou ceux qui affichent leur nom, si vous voulez, ou leur panneau qui indique leur établissement. Et la plupart de ces hôtels aussi ne remplissent pas non plus. Quand vous allez là-bas, vous allez voir que... Faites un tour, hein, madame, par curiosité, passez quelques fois le soir, vous verrez que beaucoup des hôtels, les lumières sont éteintes. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout simplement, ce sont des chambres inoccupées. Et c'est pour cela, c'est dans le noir. Donc, les gens construisent, c'est vrai, comme nous Congolais. Il suffit que vous ouvrez, je vous dis des choses que vous connaissez. Il suffit que vous commencez à vendre des beignets mélangés avec des cossas dans le coin. Vous avez 20 clients. Demain, l'autre voisin commence à faire la même chose. Que vous ayez des bénéfices ou pas. Donc, c'est un peu dans ce secteur. Les gens ont de l'argent, ils construisent, ils trouvent qu'ils doivent construire des hôtels, mais en réalité, ils ne gagnent pas. Les hôtels et les restaurants, aujourd'hui, sont comparables à des églises. Pour autant, vous voyez autant d'églises, pour autant, vous voyez autant de commerces. Et d'ailleurs, ça crée une confusion avec l'Inganda. Est-ce que nous avons des hôtels qui remplissent les normes internationales, les 5 étoiles, comme classés? Je ne sais pas qui classe ça normalement. Je ne sais pas si c'est la France ou les États-Unis qui classent les hôtels, ou on a une institution prévue qui classe les hôtels. Est-ce que nos hôtels à nous sont classés 5 étoiles, 4 étoiles, oui, 3 étoiles? Même les restaurants, des fourchettes, est-ce que c'est classé ainsi? Nous avons un service technique qualifié au niveau de notre secrétariat général au tourisme. Ils connaissent leur travail, ils font bien leur travail. Les hôtels sont réellement classifiés et qui répondent aux normes. Tous les hôtels. Moi, j'ai des exemples pratiques, hein, donc si vous pouvez nous aider. Grand hôtel ou Pullman, c'est classé combien d'étoiles? 5 étoiles? Il y a des critères pour définir les étoiles. On regarde si vous avez une piscine, combien de chambres vous avez. On va regarder les standings de vos chambres. On va regarder tout ça. Donc, ce sont des critères tout à fait techniques sur lesquels ils se basent. Maintenant, comme le Congo reste un pays où tout est possible, quelqu'un, pour des raisons tout à fait soit commerciales, un hôtel peut valoir 4 étoiles, mais au moins 5 étoiles. On va surveiller pour qu'on mette 5 étoiles. Au moins 5 étoiles. Donc, voilà. Et les restaurants par rapport aux fourchettes, il y a des restaurants 4 fourchettes, 3 fourchettes ici en RDC? Non, les restaurants par des euros fourchettes, ce qu'on appelle communément ici des restaurants de fortune, connus sous le nom de Maléoa. Ça, c'est zéro fourchette. Alors, vous partez d'une fourchette, de 2 fourchettes, et ça se limite à 3 fourchettes. C'est à 3 fourchettes. Oui, il n'y a pas de restaurant 4 fourchettes, à ce que je sache. Même sur le plan international. Peut-être quelque part à Singapour, je n'en sais rien, mais pour moi, c'est 3 fourchettes. 3 fourchettes. Ok, voilà, nous allons donc prendre ce grand secteur aussi qui est la restauration en République démocratique du Congo, la cuisine congolaise, j'aimerais bien qu'on mette l'accent.
Mido, est-ce que la cuisine congolaise est connue de par le monde aujourd'hui? Parce que quand on parle, moi j'aime parler par les exemples pratiques pour que mes téléspectateurs comprennent. Aujourd'hui, quand on parle couscous, on voit le Maghreb. Le Maroc. Le Maroc. Principalement, les Maroc, oui, principalement voilà. le Maroc. Quand on parle, le plat sénégalais, le nom m'échappe, c'est pas, c'est tchèpoudjen ou quoi, on voit le Sénégal. Quand on prend tel plat, on voit la France, par exemple. Quand on parle des les frites et moules, on voit la Belgique. Alors chez nous, est-ce qu'il y a un plat qui caractérise la RDC? Quand on parle de la RDC, on voit quel plat en premier? Bon, je dois dire que nous avons une cuisine assez, comment je vais dire, assez variée comme ça, de par la diversité des tribus qu'on a, parce que chaque tribu a sa façon de préparer, excuse-moi, les madessous. Vous voyez un peu, c'est pas les madessous n'est pas préparé de la même manière au Kivu que dans les bas Congo. Dans les bas Congo, on dit sakamadessou, donc ils ont tendance à mélanger avec les pondous. Dans les Kivu, principalement, et à Kisangani, ils ont l'habitude de griller avec les oignons. Ici, peut-être au centre, avec la sauce tomate, des trucs comme ça. On jette un peu d'huile, voilà. Donc, mais les produits restent les mêmes, les madessous. Pareil pour les poulets. Mais nous n'avons pas un plat à nous spécifiquement qui est vendu ou à travers le monde. À ma connaissance, ça n'existait pas. Parce que notre cuisine ne s'exportait pas. Pourquoi ça s'exporte? Et pourtant, vous êtes de ce domaine de la restauration. Pourquoi vous ne parvenez pas à exporter cette cuisine? Eh bien, pourtant, nous mangeons bio, si je ne me trompe pas. La cuisine, les produits congolais sont bio. Mais pourquoi vous ne parvenez pas à vendre cette cuisine? Pourquoi? Là, je reviendrai encore sur une chose. Vous savez, vendre un produit national, ce n'est pas aussi facile. Je vais légèrement... Mais comment les autres arrivent? Moi c'est ça l'international. Comment la France arrive à vendre ces histoires? La Belgique vend ses moules et ses frites et pourtant c'est pas si extraordinaire. C'est quelque chose qui peut à vous dire, madame, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. D'abord, notre cuisine, pour vendre cette cuisine-là, pour que ça soit connu, il faut que ça réponde aux normes. Et surtout, il faut commencer par l'interne. Ça veut dire quoi? Ça, c'est moi qui dis. Ça n'engage que moi. Je ne dis pas que nécessairement j'ai raison. Mais il faut commencer, à mon avis, d'abord par que ce produit soit connu en interne. C'est-à-dire quoi? Faire, par exemple, comme... Vous parlez de la France, mais en France, chaque année, il y a un concours de cuisine nationaux, des écoles de cuisine, des prix. On prime les chefs de cuisine, on prime les meilleures écoles de cuisine. Donc, à mon avis, il faut commencer par là. Il faut commencer par organiser des concours de cuisiniers où vous verrez des cuisiniers qui viendront de Kisangani, qui viendront de Goma s'il y en a, de Bukavu s'il y en a. Bref, dans l'ensemble du pays s'il y en a, pourquoi pas, qui viendront à Kinshasa. Il faut des infrastructures parce que ça nécessite, ils doivent se déplacer avec les moyens. Donc, ils ont besoin de prendre les tickets d'avion pour venir ici. Ils doivent être logés, ils doivent être pris en charge, ils doivent montrer leur savoir-faire. Et là, il faut organiser toute une structure avec des fourneaux, des assiettes et tout ce qui comporte une cuisine au minimum, médiatiser ça et faire des prix. Et ça va se faire chaque année. On peut choisir des prix, hein, les prix de tel artiste, de tel ministre, de tel président, et chaque année, on donne des prix. Et avec les médias, nous avons beaucoup des Occidentaux qui arrivent, qui peuvent venir, qui peuvent goûter et qui vont de bouche à l'oreille ou par la publicité faire connaître notre produit. Mais après, ça ne doit pas se limiter ici. Il faut qu'on arrive parce que aujourd'hui, vous faites une recette, admettons, de chenilles, qui est un produit reconnu internationalement internationalement très nutritif, je veux dire. Tous les nutritionnistes du monde vont te le dire. À telle enseigne qu'en Europe même, c'est les bébés même qui les mangent. Bien évidemment, on le met dans les pâtes, dans les pots pour l'aliment de bébé. Du bébé à l'adulte. On en a plusieurs variétés ici des chenilles. Donc, on peut faire des plats et ça peut être épuisé et ça peut être exporté par les expatriés qui viendront, des touristes qui vont goûter et tout ça. Mais ça ne va pas se limiter à là. Et il faudrait ensuite ouvrir des restaurants à l'extérieur. Il n'y a pas de restaurant congolais, vous qui sillonnez le monde, partout où vous allez, il n'y a pas de restaurant congolais. Je suis allé... Dans le monde, c'est quand même aberrant. J'ai visité beaucoup de pays africains.
J'ai visité beaucoup de pays européens, presque tous les pays européens. J'ai visité beaucoup de camps aux États-Unis. Je suis allé presque partout. Pour être sincère, j'en ai pas connu des restaurants congolais sérieux qui puissent tenir 2 ans, 3 ans. Allez, peut-être à certains endroits je suis passé, j'ai pas cette année, si l'année prochaine ça n'existait plus, d'autres peut-être je suis passé, je ne suis plus repassé après 3 ou 4 ans, ça existait toujours, mais chaque fois ma curiosité me poussait à aller voir, mais c'est l'équivalent d'un Nganda. Sur tout ce que j'ai pratiquement vu, c'est l'équivalent d'un Nganda. Alors, ce n'est pas en faisant un Nganda que vous allez vendre un produit et l'internationaliser. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous bricolez, vous pouvez pas aller trop loin. Mais si vous faites bien les choses, vous pouvez à ce moment-là atteindre un certain objectif. Mais il faut que ça se fasse avec une synergie. Là, je reviendrai encore une fois. Si le gouvernement ne s'implique pas, ça ne sera pas possible. Il faut que le gouvernement s'implique. Nous avons des représentations diplomatiques. Nous avons des conseillers, j'imagine qu'il existe des conseillers culturels, des trucs comme ça. Dans les ambassades. Ils font quoi? Pourquoi, de la même manière que le football, je dis bien le football s'exporte, de la même manière que la cuisine pourra s'exporter? Donc, il y a des gens qui quittent d'autres pays qui disent, je vais aller en Belgique, c'est là-bas où je vais aller manger les moules. Exactement. Voilà. Mais chez nous, quelqu'un peut venir pour manger quoi en RDC? Il y a rien de... Moi, ça m'étonne, Mido. Ça fait des années, je suis congolais, je suis né ici. Mais comment on n'a pas un aliment qui puisse attirer les touristes? C'est quand même les liboké. Il y en a, les liboké, c'est chez nous. On prépare les liboké. C'est une façon spéciale de préparer le liboké de poisson et tout ça. Comment ça n'attire pas les gens? Mais c'est ce que je suis occupé à dire. Ça ne peut attirer personne si ce n'est pas vendu. Les produits doivent être vendus. C'est comme si on le fait d'une façon traditionnelle, les liboké fait d'une façon traditionnelle, c'est pas exportable pour être consommé ailleurs, c'est ça? Ce n'est pas ça que je suis occupé à dire. Vous faites votre liboké, vous amenez ça dans un coin quelque part, il y a quelques compatriotes congolais qui viendront acheter ça. Mais je crois que ce que vous me posez comme question, c'est pas le but. Oui, c'est pas le but. Un Sénégalais, un Français, un Belge ne connaît pas un liboké. Il va connaître ça comment? Si nous ne vendons pas ces produits, il va les connaître comment? Nous devons vendre nos produits. Et ça limite pas seulement... Comment vendre? C'est ça, donner des pistes de solutions. Je vous donne un exemple. Oui, comment vendre les liboké, par exemple, oh mon Dieu, le français aussi c'est un peu difficile. Internationaliser le liboké, par exemple. Pratiquement, comment on doit faire? Permettez-moi, madame, j'ouvre une petite parenthèse, je vais vite la fermer. Voyez, par exemple, nos œuvres d'art. Nous sommes l'un des pays d'Afrique très riches en œuvres d'art traditionnelles. Eh bien, nos objets d'art, nos masques, nos statuettes, nos lances, tout ce que vous voulez, n'est connu qu'à travers le monde à cause du musée des Tervures. En Belgique. Hein. En Belgique. Et d'ailleurs, on se bat d'ailleurs pour qu'on puisse nous le rapatrier. On ne sait même pas pourquoi. Donc, en fait, ça c'est une autre paire de manches. Donc vous comprenez. Mais aujourd'hui, quand vous avez quelques Congolais qui sont dans les œuvres d'art, seul il ne peut rien faire. Mais si notre ministère de la Culture et Art organise une exposition, par exemple, au Japon, en relation avec certains musées japonais, eh bien, rassurez-vous que beaucoup de Japonais viendront visiter ça. Ils ne demandent que ça. Ils viendront visiter et vous serez curieux parce qu'une exposition qui va durer 3-4 jours ne pourra pas satisfaire les besoins de tous les Japonais. Non, ça doit prendre des mois. Hein. Non, ça prend 3-4 jours, ça se termine, mais ce qui était, je ne sais pas moi, les villes japonaises les plus éloignées qui auront appris, ils seront curieux de venir voir ça. Mais à ce moment-là, l'exposition a pris fin, on a ramené les objets ici, ils n'hésiteront pas pour payer leur billet d'avion, venir à Kinshasa, pour venir visiter le musée. Nous avons quelqu'un qui est au musée, l'actuel directeur du musée, quelqu'un, un professeur très intelligent, très capable, et qui essaie même de faire des émissions culturelles pour nos enfants. Mais vous voyez, à un moment donné, quand vous suivez, il est limité. Parce qu'il n'a pas de soutien. Pas de soutien. Pas de soutien. C'est ça la question. Vous êtes un intellectuel, Mido. Vous ouvrez les parenthèses, moi j'aime bien. Pourquoi le Congolais ne savent pas qu'il y a d'autres secteurs qui peuvent faire vendre ce pays à part les mines? Comment nous ne parvenons pas à inculquer aux gens que les artistes peuvent vendre le pays, que la cuisine peut vendre l'image de la RDC, que même la couture, la mode peuvent vendre. Pourquoi nous sommes cantonnés dans cette image? Il n'y a que les mines en RDC. Comment changer cette conception des choses dans le mental des Congolais? C'est ça la préoccupation de l'international. Comment vendre ces secteurs qui sont quand même aussi porteurs d'espoir et même d'argent aussi, disons-le franchement. C'est même beaucoup d'argent.
C'est beaucoup d'argent. Je ne suis pas là pour vous dire des choses que vous connaissez très bien. Des petits pays autour de nous qui ne vivent que du tourisme, qui attirent des touristes et qui ont des chiffres énormes. Rien qu'avec les tourismes. Donc ça existe. Maintenant, c'est comme je suis occupé à vous dire, madame, si vous ne faites pas une bonne politique, vous ne pouvez pas faire une bonne économie, vous ne pouvez pas non plus promouvoir les affaires. Parce que promouvoir la nourriture cuisine, ce n'est pas l'affaire d'un individu. C'est l'affaire peut-être d'un groupe d'individus, mais ça nécessite des moyens tellement colossaux. Si le gouvernement n'est pas derrière, si le gouvernement ne vous met pas en synergie pour travailler ensemble, ça ne peut pas aller. Ça ne pourra pas aller. Et là, je ne sais pas l'idée de monsieur le feu président Mobutu. Mobutu avait créé à l'époque ce qu'on appelle jusqu'à aujourd'hui les FPT, Fonds de promotion du tourisme. Eh bien, Fonds de promotion du tourisme, comme bien l'indique l'appellation, c'était justement pour ça, promouvoir le tourisme. Et par tourisme, c'est-à-dire que notre culture, par notre culture, tout dedans, y compris la cuisine. Et d'ailleurs, c'est avec cet argent-là qu'on a construit la cité de l'OIA. Vous voyez la cité de l'OIA? C'est conçu avec cet argent-là. Mais depuis après, où passe cet argent? Voilà des fonds qui pouvaient aider, qui pouvaient permettre d'organiser des concours, comme j'ai dit au départ de l'émission, pour pouvoir primer les gens, pour pouvoir primer les écoles, donner des noms à ces prix-là, comme fait la France. Est-ce qu'il y a des écoles de cuisine ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo? Non. Et qui forment vraiment des cuisiniers, des chefs cuisiniers? Il y en a, mais d'un niveau assez très inférieur, mais c'est à encourager. C'est encouragé. Et nous avons des instituts supérieurs, par exemple, où on sort des graduats d'hôtellerie. Mais bon, c'est quand vous regardez les programmes, parce que j'ai eu à faire beaucoup des travaux de fin de cycle, de ces jeunes gens qui viennent de ces écoles-là, même de certaines universités où il y a les options d'hôtellerie. Mais quand vous regardez les programmes, vous allez vous rendre compte directement qui sont formés beaucoup plus pour être les professeurs des écoles qui pratiquaient la cuisine, rien que de la théorie, qui pratiquaient les... Donc voilà les difficultés. Nous avons besoin des écoles professionnelles équipées. Voilà, revenons de la cuisine proprement dite, Mido, c'est vrai, la cuisine congolaise est diversifiée, mais on n'arrive pas à exporter cela. C'est peut-être aussi la présentation de notre cuisine. Moi, je prends l'exemple de la France, excusez-moi, c'est l'exemple type, hein, parce que la cuisine française, c'est la cuisine mondialement connue. Vous voyez la présentation des plats, ça attire déjà l'œil. Hein, mais chez nous, on a l'impression que quand on prépare, on prend le pondo, on met là, le poulet, on rajoute dessus, le foufou, on met dans une assiette qui n'est même pas beau à voir et tout ça. Est-ce que c'est pas là aussi un des éléments qui permettent à ce qu'on ne puisse pas aimer ou vendre cette cuisine congolaise? Il y a beaucoup de choses. Par contre, vous serez peut-être choqué, mais c'est une réalité. Notre cuisine est trop grasse. Trop grasse, ça veut dire quoi? On met trop d'huile dans la cuisine? C'est pas raffiné. Nous pouvons raffiner certains plats. Mais la cuisine dans l'ensemble n'est pas raffinée. Mais le fondue ne peut pas aller sans huile de palme. C'est ce que je suis à vous dire. Le madessou ne peut pas aller sans huile de palme. Je vais vous expliquer. Nous pouvons raffiner certains plats, mais la cuisine dans l'ensemble n'est pas raffinée. De nos jours, les gens tiennent beaucoup attention à la santé. Cholestérol, tout ça. Vous trouverez en France, par exemple, la viande. Il y a des gens qui vont vous dire, tiens, mais je vais aller en France pour aller manger, par exemple, du carpaccio. Carpaccio, ça veut dire quoi? Les carpaccio... Expliquez, c'est du poisson ou quoi? Les carpaccio, c'est de la viande crue, tout simplement. Ah, okay. C'est de la viande de bœuf crue, un morceau de filet de viande qu'on va couper finement, qu'on va étaler sur une assiette et qu'on va prendre le fromage parmesan. C'est aussi un fromage français. Et les fromages parmesan, on va couper ça aussi finement et on va les mettre, on va poser ça au-dessus de la viande et le tout couronné tout simplement d'un petit jus qu'on appelle zeste de citron. OK? Et avec légèrement poivré, on arrose au-dessus de l'assiette. Et c'est le citron qui va cuire la viande. Et les messieurs tout ça ici, non? Les messieurs qui mangent ça, ils mangent quelque chose de raffiné. Parce que d'abord,
il prend tout ce qui est nutritif dans le niveau de la viande. Pas trop cuit, hein? C'est pas cuit. C'est cru d'ailleurs. C'est cru. C'est cuit avec les jus de citron. Donc c'est cru. Le monsieur il va manger ça. Les fromages parmesan avec un goût tout à fait spécial et tout ça, et ramifié, il va adorer ça. Et voilà une cuisine qu'on appelle ou un plat sain. Et les gens aiment ça. Mais à côté de cela, on ne va pas me dire qu'il y en a qui n'aiment pas gras. Ils aiment gras aussi. Mais notre cuisine pose un problème. C'est-à-dire que la plupart, 80% de nos plats, c'est généralement à base d'huile. Vous me direz, oui, aujourd'hui on a plein d'engada avec les poulets. Poulet mayo, c'est trop mettez-moi les trop. Poulet mayo, merci d'ailleurs. Là, vous m'aidez encore pour vous faire comprendre une chose. Le poulet mayo, c'est trop grave. Mais les poulets en soi, madame, faites une expérience, même ce soir. Rentrez chez vous à la maison, prenez un poulet, mettez dans la casserole, essayez de bouillir ça. Au bout de 15 minutes, vous arrivez, vous éteignez le feu. Revenez 10 minutes plus tard, ou le lendemain matin, quand vous regardez votre casserole, vous serez étonné. Au risque de ne même pas voir le poulet. Comme ça. Couche de la graisse. Vous comprenez? Alors maintenant, quelqu'un qui vous mange un poulet comme ça, ajoutez de la mayonnaise avec. Non, vous pouvez manger ça, mais vous n'allez pas demander à un blanc qui connaît les problèmes de santé de manger quelque chose de pareil. Il ne va pas manger ça. Vous n'allez pas demander à un Chinois qui connaît les problèmes de santé de manger ça. Il ne va pas manger. Parce que d'une manière générale, la plupart, eux, pour manger le poulet, ils enlèvent la peau. Ils enlèvent la peau et ils découpent. Ils découpent et ils mangent la chair. Donc, nous avons une cuisine qui n'est pas très bon pour la santé. Mais j'ai dit, il y a moyen de raffiner ça. Parce qu'il y a des Prenons le pondou. Les mamans sont en train de nous suivre. Donc, comment raffiner le plat de pondou? Parce que moi, je ne sais pas préparer le pondou sans mettre de l'huile de palme. Je vais faire comment? Moi, j'ai fait beaucoup de voyages dans les 2 régions du Kasaï. Matamba. Mais j'étais étonné de voir que là-bas dans les villages, ils ont de l'huile de palme. Ils fabriquent de l'huile de palme. Mais plusieurs fois qu'on m'a donné du pondou pour manger, et c'était avec le moins d'huile possible de l'épalme. Je suis allé dans le Kasaï, toujours à Cabinda, chez les Basongue. La plupart des tas de pondou qui m'ont servi là-bas, c'était la moine qui mettait à l'intérieur. Donc, peut-être vous trouverez l'explication. Et pourtant, ils ont de l'huile. Mais ils n'en mettent pas beaucoup. Donc, il y a moyen de préparer les pondous sans mettre trop d'huile comme on met ici. Mais c'est vrai, revenons à la présentation. Moi, c'est ce qui me frappe dans la présentation. Hein, vous avez un restaurant. Comment présenter pour attirer un non-congolais à manger du pondou, du poulet? Comment présenter ça dans une assiette? Parce que peut-être c'est trop théorique, mais j'aimerais bien voir. La présentation dans une assiette ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes parce que là, la cuisine, c'est aussi un art. Exactement. Quand vous parlez des chefs de cuisine, ce sont des artistes. Chacun a sa façon de créer ou de vanter ou de présenter un plat. Il n'y a pas une façon à l'international classique pour présenter un plat. Le pondou, tu peux faire, par exemple, tu prends ton pondou bien préparé. Au lieu de le jeter dans l'assiette avec autant d'huile, vous pouvez prendre la grosse cuillère. Vous comprimez la grosse cuillère avec du pondou sur le bord de la marmite. Comme ça, toute la sauce reste à la marmite. Vous prenez votre pondou, vous faites comme si vous faisiez une boule de foufou, mais en forme d'un ballon de baseball, et vous mettez dans un coin de l'assiette. Vous prenez votre morceau de poulet, vous mettez à côté. Vous pouvez finement couper votre chikwang, soit en darne, soit en tranches. Vous les présentez bien. Vous pouvez prendre, ce sont des exemples que je donne. Hein. Je suis pas, au fait, un chef cuisinier. S'il est vrai qu'en Belgique, j'ai fait une formation de cuisine à l'hôtel, au restaurant Car Fantôme, mais je n'ai pas la prétention d'être un chef de cuisinier. Mais 30 ans d'expérience, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a moyen, je continue, de prendre par exemple, parce que les salades nous appartiennent, parce que les tomates nous appartiennent. Coupez votre tomate aussi en rondelles ou en dents, retournez ça, ou les concombres, décorez. C'est tout. C'est simple. Voilà. Ils le font ici déjà, des cuisiniers, mais il y a moyen de les faire aussi dans les maisons et avec la nourriture congolaise. Il y a encore autre chose dans notre cuisine. Nous comparons, c'est ça l'international. Ailleurs, il y a l'entrée, le plat consistant
et les desserts. Mais pourquoi chez nous, même dans nos maisons, on n'a pas cette culture-là d'avoir l'entrée, le plat consistant et les desserts. Et pourtant, nous avons plein de fruits. On a remarqué que les Congolais ne mangent pas beaucoup de fruits. Pourquoi? On ne sait pas. Et l'entrée d'ailleurs, les salades, les Congolais n'aiment pas. Le banazan tabaté pour manger des salades, les Congolais n'aiment pas. Pourquoi cela? Bon, traditionnellement parlant, c'est pas dans notre culture. Traditionnellement parlant, n'est pas notre culture parce qu'on a l'habitude d'abord, de manger en famille ou en société, boule de foufou ou assiette de foufou, assiette de pondou, assiette de viande ou je ne sais pas moi du poulet. Vous pouvez vous mettre à 4 ou à 5 de la même famille et vous mangez ensemble. Ça c'est déjà dans notre tradition. Mais maintenant les choses évoluent. Les choses évoluent. Moi j'ai mangé comme ça avec mes frères, mais mes enfants ne mangent pas comme ça. Vous comprenez? Mes enfants, chacun mange avec son assiette. D'où la nécessité, comme vous dites, de pouvoir aussi améliorer. Ça, l'améliorer, c'est pas un problème, mais encore une fois, ça pourrait arriver si vous arrivez à faire aussi des émissions à sens éducatif sur le point culinaire. Il y a moyen de révolutionner les mentalités, je pense. Vous avez mis, la nourriture va de pair avec la santé. Est-ce que notre nourriture, notre cuisine est, comment je peux dire, nutritive, équilibrée? Voilà le terme. Est-ce que la cuisine congolaise est équilibrée? Est-ce que les Congolais mangent équilibré, au fait? Ben, je vais revenir à cette question, mais j'ai quand même ajouté que ce n'est pas impossible aujourd'hui de faire une entrée, un plat et un dessert. Dites, par exemple, quel peut être un plat d'entrée pour un Congolais moyen? Nous prenons vraiment la classe moyenne. L'avocat, oui, l'avocat qui est un des meilleurs fruits, qui se vend à des prix inimaginables ailleurs, à l'étranger je vais dire, parce que la plupart des produits d'Europe ne produisent pas l'avocat, ils doivent l'importer. L'avocat, il y a moyen de faire des plats aussi simples, hein, bien sûr. C'est pas pendant toute l'année, mais bon, exemple. si c'est pendant la saison, pourquoi ne pas en profiter pendant cette saison? Et en plus, il y a moyen de faire des plats aussi simples. Comme exemple, entrée, mais vous prenez votre avocat, vous coupez ça en deux, vous pouvez enlever la peau, parce que comme vous savez, il y a plusieurs types d'avocats. C'est avec les avocats qui vous permettent d'enlever facilement la peau. Vous coupez ça au milieu, vous retournez le dos de l'avocat, vous coupez en tranches, ou vous laissez comme ça un peu de citron, non plutôt un peu des oignons coupés en fines tranches, vous mettez là tout autour et voilà, un peu de vinaigrette vous déposez et ça fait plaisir à qui que ce soit. Et voilà une entrée. Tout simple. Parce c'est peut-être que les gens ne connaissent pas tout simplement, c'est ça aussi. Voilà, une entrée toute simple et vous présentez, bon, vous qui êtes une épouse, voilà, vous faites ça et les maris mangent, mais vous pouvez combiner, vous mettez, mais bon, parce que vous pouvez combiner, mais c'est plus simple une petite assiette comme entrée et on enlève et puis vous prenez votre morceau de poulet. Hein, bon, ici les poulets, c'est mieux toujours grillé au makala. Toujours avec ces problèmes de gras. Poulet, vous pouvez mettre votre morceau de chikwa ou votre morceau de foufou ou votre morceau de makemba. Ou il y a un produit, excuse-moi de vous dire ça, mais il y a un produit ici qu'on en a en masse et ça ne coûte rien. C'est la patate douce. La patate douce, là. La patate douce. C'est sucré un peu. Mais bien sûr. Exactement. La patate douce, il y en a dans toutes les régions. Je confonds souvent avec, voilà, oui, c'est la patate douce. La patate douce, il y en a dans toutes les régions. Et là, vous pouvez mettre ça à côté parce que ça présente bien. Et une fois la personne aura terminé de manger, comme dessert, nous avons toutes sortes de fruits. Les meilleurs desserts, les plus bio aujourd'hui, que les gens beaucoup demandent à travers le monde, c'est la salade de fruits. Parce qu'il sait qu'ils vont lui mettre sa mangue, son ananas, son pastèque ou les melons, ou donc mélanger la papaye ensemble et c'est frais. Et voilà, il mange frais. Il est content. Et ça, on sait les faire ici. On les prend comme un dessert. Au lieu de nous fourguer des glaces qui sont encore hyper gras, parce que c'est tout fait base des œufs, de l'huile et tout ça. Donc c'est encore gras. Donc il y a moyen de faire des entrées, plats, desserts. Il y a moyen, mais ce n'est pas dans notre culture. Il faut éduquer les gens, il faut les révolutionner. Mais je vais revenir à l'exemple des patates douces. J'étais à Londres une fois et je visite beaucoup de restaurants. Et là, je rentre dans un restaurant brésilien.
Et puis je vois les menus, je feuillette partout, parfois j'ai fait des photos sur les menus et tout ça, je filme quoi. Parfois je demande même la carte, je sors avec. Et là je vois mes sweet potatoes. J'ai dit sweet potatoes, patate douce, patate sucrée, c'est la même chose. J'ai dit ok, je prends ça. On m'amène sweet potatoes, je regarde, ben c'est des longs comme ça, hein, presque 12 cm. On m'a mis dans une assiette bien présentée. Eh bien, je prends, je goûte. Eh bien, c'est la patate douce d'ici. La patate douce qu'on a à Kinshasa, qu'on a dans le Bas-Congo, qu'on a dans le Kivu, partout. Au Kivu, à Bukavu, c'est plein. On appelle ça Ndizi là-bas. C'est plein. Ici, c'est plein. Ça coûte rien du tout. Somba, Zikida, des bottes de 1000 francs et tout ça. Eh bien, je suis revenu ici. Vous avez fait la même chose? J'ai fait la même chose. J'ai dit, écoutez, je suis ça et ça. Je suis rentré dans leur cuisine. Ils m'ont autorisé, j'ai regardé, ils m'ont montré la recette. Simple, simple comme pour dire bonjour. Et je suis arrivé ici, et bien j'ai lancé ça. Moi, je l'ai appelé. Comme c'était long comme ça, et j'ai dit, bon, l'idée m'est passée dans la tête, j'ai dit, allez, moi, je vais l'appeler Fago des patates douces. Ça dit que la forme, comme les mamans amènent les petits bois là, comme ça, au village là, on appelle Fago. Eh bien, j'appelle Fago des patates douces. Et je présente ça, mais aujourd'hui, je vous dis, j'ai tous les jours un minimum au moins de 15 patates douces à emporter. Je ne sais même pas qui les achète. Oh. Les gens viennent, ils achètent, on les remet dans les barquettes avec un peu de mayonnaise, et puis ils partent avec. Je ne sais pas qui les achète. Ils disent c'est bio, ça marche du tonnerre. Ouais, c'est peut-être ça, c'est l'information tout simplement qui manque. Mais on a besoin. Comment préparer, c'est ça que les gens ne connaissent pas. On a besoin d'éduquer les gens, on a besoin de former les gens, on a besoin de. Et celle parfois l'individu ne suffit pas. Donc il faut toute une politique gouvernementale pour travailler en synergie avec les opérateurs du secteur pour rendre au maximum possible vendre nos produits. Une question par rapport toujours à ce secteur. Est-ce qu'on a des chefs cuisiniers reconnus en RDC ou des chefs cuisiniers congolais reconnus internationalement qui peuvent vendre cette cuisine? L'information pourrait me passer. À ma connaissance, nous avons des cuisiniers valables, oui. Mais chefs cuisiniers reconnus internationalement, à ma connaissance, non. Non, malheureusement. Non. Parce que il va être reconnu où? Sauf si il a fait son concours en France, ou en Chine, ou en Allemagne, ou en Belgique. Si, bon, si ça s'est passé, admettons, dans une région des Flandres, on n'a pas eu l'information, je ne connais pas, mais dès Kinshasa, ça n'a jamais existé un concours de cuisine. Restons dans la cuisine, c'est l'exportation de nos mets. C'est vrai que moi je mets l'accent sur le bokeh parce que le bokeh c'est l'étouffé en français, si je me trompe pas, c'est ça l'étouffé. Comment nous ne parvenons pas à exporter cela? Parce que quand on voit la cuisine française par exemple, on peut mettre des saucisses dans les boîtes, on peut conserver et les vendre pendant plusieurs mois. Comment chez nous ne parvenons pas à changer un peu notre aliment? Comment je peux dire, mettre ça dans des trucs pour bien les vendre ailleurs. Le pondou, comment on ne parvient pas à exporter le pondou, le ndakala, mais ce sont maintenant les Chinois qui font ça, les Ivoiriens. Comment le Congolais ne peut pas vendre le pondou à l'extérieur, mais c'est un Chinois qui le fait. Le ndakala, c'est un Chinois qui le vend à l'extérieur. La tiéké, même les Ivoiriens, je me suis rendu, j'ai vu dernièrement que les Ivoiriens se plaignaient que ce sont les Chinois aujourd'hui qui vendent la tiéké et pourtant c'est un produit typiquement ivoirien. Comment l'Africain ne parvient pas à exporter ses propres produits? Mais d'abord, c'est un problème des moyens, comme j'ai dit, madame. Quand vous allez tout en est Chine, moyen, tout est moyen. Quand vous allez en Chine, un Chinois peut prendre un crédit. Il travaille sur base de crédit. Vous pouvez trouver des Chinois, comme font certains Ouest-Africains, qui sont financés par d'autres. Vous trouvez les Indiens qui sont financés par d'autres. Vous trouvez les Libanais qui sont financés par d'autres. C'est impossible que vous, les membres de comment vous avez dit, Eureka, pouvez pas vous mettre ensemble, demander un crédit, je sais pas, au fonds de promotion du tourisme, au fonds de promotion culturelle ou au FPI et tout ça, créer une petite structure qui peuvent transformer un peu ces aliments et pour les vendre. Comment on n'y arrive pas? Le FPI est là, le fonds de promotion est là. Vous êtes un grand journaliste, hein? Moi, je vous pose des questions. Oui, mais je vous réponds justement, je vous réponds à votre question. Vous êtes un grand journaliste. Je crois que vous avez suivi dernièrement les scandales même dans les réseaux sociaux sur le financement au niveau des FPI. Vous avez vu un homme d'affaires là-bas? Congolais. Par contre, il y a des Libanais.
Donc, c'est sûr qu'il peut à vous dire, avec une mauvaise politique gouvernementale, on ne peut pas aller loin. Il y a des Congolais qui sont très valables, qui sont aptes, mais qui ne peuvent pas aller trop loin. Moi, j'ai 30 ans d'expérience. Avant même qu'il y ait tous ces qu'on appelle aujourd'hui des Maléois. À l'époque, je crois qu'on était à peu près 4 ou 6 restaurants valables. J'ai pu fonctionner, et si je fonctionne jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement ce qui m'aide, c'est l'expérience. Sinon, je fermerais depuis longtemps. Je fermerais, entre autres, à cause des taxes, des surtaxes. Donc, pour autant, nous respectons la fiscalité qui est connue, qui est fixée, mais pour autant, au niveau de la fiscalité, c'est un monde de vipères, si pas de vautours. Alors, si vous n'avez pas de moyens, vous ne pouvez pas aller loin. Pourquoi un Congolais va commencer à vendre la chikwang ou le pondu à Bruxelles quelques temps après? C'est parfois c'est un Rwandais qui viendra récupérer son affaire. C'est le cas. Aujourd'hui, à Matongé, on les vit. Il n'y a plus de Congolais à Matongé. Oui, c'est parfois des Chinois, des Indiens, des Rwandais qui ont racheté leurs affaires. Parce qu'à un moment donné, dans toutes les affaires, c'est les hauts et les bas. Quand tu es bloqué, il faut que tu arrives quelque part à trouver ce qu'on appelle des capitaux frais. Même le gouvernement en a besoin des capitaux frais. Alors, nous, on avait créé une structure qui est les FPI, qui est plutôt les FPT, mais où normalement, quand Mobutu avait créé ça, on avait un droit de regard. Mais jusqu'à là, personne. Personne n'a eu le droit de regard et on ne sait même pas par où passe cet argent. Mais toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Donc, en fait, il y a toute une politique qui ne décourage, qui vous ne favorise pas, qui est du contraire, qui vous décourage. Pour créer, vous avez besoin d'avoir un esprit tranquille. Mais quand vous n'avez pas un esprit tranquille, quand vous devez passer des heures et des heures, des semaines et des semaines, des mois entiers, si pas des années, pour se battre avec des agents de l'État, vous n'avez plus le temps pour réfléchir, pour développer vos affaires. Cela fait dommage, Mido l'a dit, hein, nous qui allons souvent à Matongé, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de Congolais. Et pourtant, c'était notre commune, entre guillemets, il y avait les Congolais qui vendaient là-bas. Aujourd'hui, c'est rempli des Chinois, des Sénégalais, des Rwandais qui ont repris nos affaires parce que le gouvernement congolais ne soutient pas ses propres fils, ce qui est dommage. Nous avons terminé par les franchises. Moi, j'aime bien savoir, la restauration, c'est aussi ça, les fast-food. Comment expliquer qu'à Kinshasa, vous êtes restaurateur? C'est vrai que c'est un peu la malbouffe, diront certains, mais comment expliquer qu'à Kinshasa, une grande métropole comme Kinshasa, il n'y a pas de genre McDo, KFC, Nando's, et pourquoi ça n'existait pas à Kinshasa? Ben, parce que jusque-là, nous n'avons pas encore trouvé les promoteurs capables de le faire. Il y en a certes qui ont des moyens financiers. Il y en a plus, il y a quand même des Congolais riches, non? Non, les Congolais riches, je n'en connais pas. Oh. Je te dis honnêtement, personnellement, je n'en connais pas un Congolais riche. J'en connais pas. Qui est dans les affaires, j'en connais pas. Par contre, il y a certains étrangers qui ont les moyens de le faire. Mais ils vont pas le faire ou ils ne savent pas le faire ou on leur donne pas la possibilité de le faire parce que quand vous voyez un McDo ou un KFC, hein, si on dit... KFC, ici on dit KFC en France. On prononce en français KFC. Oui. Vous voyez un Nando's en Afrique du Sud, ou je ne sais pas moi en Suisse, ou je ne sais pas moi en Malaisie. Il ne faut pas croire que c'est pour un seul individu. Il ne faut pas croire que c'est pour un seul individu. Et il y a un système de licence. Donc vous avez un monsieur qui a créé son affaire et les autres viennent acheter des licences. Et quand vous venez pour acheter des licences, il y a des normes que vous devez respecter. Et ces normes-là que vous devez respecter, où on vous impose, si vous voulez, même à la limite, et on doit voir aussi les conditionnalités de faisabilité dans votre pays. Pour me résumer, pour bien me comprendre, vous voulez ouvrir un McDonald's à Kinshasa, on va vous dire, ok monsieur, notre licence, vous allez nous payer les royalties d'autant chaque mois. Autant pour la garantie. Il y a des gens qui ont les moyens de les faire. Mais là où les problèmes commencent, les gros problèmes, c'est quoi? C'est que McDonald's doit vendre les mêmes pains, doit vendre les mêmes hamburgers qu'il y a dedans, doit mettre la même sauce, les mêmes ingrédients, où ils ont des chaînes de fabrication qui fabriquent pour eux. Donc, si vous êtes à Kinshasa, on doit devoir vous ravitailler à la semaine ou au mois. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici à Kinshasa, pour garder des structures aussi stables
comme la cuisine, que ça soit bonne, saine et fraîche au mois ou à l'année. Avec les coupures de courant. Voilà, vous avez si bien dit. Avec les coupures de courant, et c'est compliqué. C'est très compliqué. Et c'est comme ça que, n'étant pas assez stable au niveau électrique, au niveau de la régie des eaux, au niveau de plusieurs paramètres, ces gens-là, quand ils regardent, ils disent non, non, ça vaut la peine. Et même l'opérateur économique, je crois que lui-même, s'il est averti, il ne va même pas oser. La RDC n'attire pas dans ces secteurs-là. Vous avez cité les noms d'une chaîne, Nandos. Il y en avait un ici. Vers Kitambo Magasin, c'est qui a fermé carrément. Bon, je ne sais pas les raisons qui ont milité à la fermeture, mais personnellement, quand j'ai vu la publicité de ça, j'ai dit bravo. Et quand on m'a dit que c'était un Congolais, j'ai dit si vraiment je pouvais les voir, j'allais les féliciter. Mais sans être un prophète des malheurs, je me disais, s'il tient une année ou plus, eh ben, c'est que c'est vraiment un coriace. Parce que je connaissais les conditions, comme j'ai dit, dans notre pays, et je savais que c'était très compliqué. Je ne sais pas pourquoi il a fermé. Nous sommes en train d'atterrir. Est-ce qu'il n'y a pas de fast-food purement congolais? Parce que je sais que les fast-food, si je traduis littéralement, c'est cuisine rapide. Est-ce qu'il y a, avec nos produits, est-ce que nous pouvons faire des fast-food congolais? Parce qu'il y a, je me rappelle qu'il y a un Sénégalais qui a fait ça, un fast-food spécialement avec les produits sénégalais. Possible de faire un fast-food? Vous en avez tout plein. Si vous allez au secrétariat général pour le tourisme, les fast-food, c'est catégorisé dans la catégorie des restaurants zéro fourchette. Donc les Maléois, c'est zéro fourchette. Donc les fast-food, vous en avez tout plein. Mais si vous faites allusion, des enseignes, des grandes enseignes comme McDo, je viens de vous donner l'explication, c'est pas possible. C'est pas possible en RDC de faire des non, fast-food. actuellement non. Avec la politique, avec nos conditions qu'on a, l'impossible n'existe pas. Vous pouvez essayer, mais je crois que vous n'allez pas tenir. Donc tout est lié en RDC avec la politique. Nous sommes en train vraiment d'atterrir tout doucement. Mido, est-ce que la cuisine est un élément qui peut contribuer au développement d'un pays et être un élément, un ambassadeur de la culture d'un pays? Absolument. Absolument. Aujourd'hui, nous mangeons des tonnes et des tonnes de riz qui viennent de l'extérieur. Nous pouvons exporter. Absolument. Nous avons tellement des aliments ici. Nous avons tellement de choses et qu'on peut en faire toute une industrie exportative pour l'extérieur et local. Donc, si on met l'accent là-dessus, il y a moyen de faire de l'argent. Il y a moyen de faire de l'argent avec ce grand secteur de la restauration, le secteur de l'hôtellerie, des cafés en RDC. Tout est possible en RDC, c'est seulement, comme l'a dit Monsieur Mido, c'est de mettre un peu de sérieux, une bonne politique, que la République démocratique du Congo ne mise pas que sur les mines, il y a d'autres richesses, la cuisine, la restauration est aussi un de ces secteurs qui peuvent en tout cas nous rapporter énormément d'argent. Voilà, mesdames et messieurs, c'était, comme je l'avais promis, cette fois-ci, nous avons mis l'accent sur ce grand secteur. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, prochainement avec un autre secteur que nous allons essayer de vous faire découvrir, les aléas dans ces différents secteurs. Merci pour votre fidélité, merci à l'équipe technique, à Alain Bolikango et à Freddy Kipimo à la régie. Merci encore à Mido qui est vice-président national du comité professionnel ORECA. Et nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, avec le même plaisir, très prochainement. Au revoir.